L'Ukraine est devenue une carcasse que les grandes puissances se disputent sans la moindre pudeur. Pendant que les soldats tombent par milliers, les capitales occidentales s'arrachent les morceaux du pays comme si la guerre était terminée et qu'il ne restait plus qu'à partager le butin. À Bruxelles, Londres, Paris ou Berlin, c'est la panique. Les élites découvrent brutalement que leur pari stratégique a échoué. L'OTAN recule, l'Ukraine s'effondre et la Russie avance. Même Trump, l'allié imprévisible, lâche ses partenaires européens au pire moment selon eux. Résultat, un chaos diplomatique, des plans ridicules et un Occident qui ne sait plus comment maquiller sa défaite. Et au-delà du champ militaire, une vérité encore plus explosive apparaît. Depuis le début, cette guerre n'a jamais eu pour objectif de sauver l'Ukraine, mais de démanteler la Russie, prendre ses ressources, relancer l'industrie d'armement occidentale et préparer un grand affrontement contre la Chine. Un plan colossal qui est maintenant en ruine, car non seulement le front s'inverse, mais l'économie russe annoncée 100 fois morte continue de tenir. Les sanctions échouent, les prévisions tombent à l'eau, les analystes contredisent. Et même certains experts américains l'admettent. La guerre est déjà perdue pour l'Ukraine. La guerre de proxy en Ukraine tire à sa fin. Je vous explique tout sur Penser le Monde. On assiste aujourd'hui à un spectacle macabre. Les grandes puissances économiques se battent presque pour se partager ce qu'il reste de l'Ukraine, comme si on était en train de se disputer la dépouille d'un animal déjà découpé. Quand le dernier soldat ukrainien sera tombé, tous les aventuriers politiques vont se retrouver sur le pont, brandissant fièrement la bannière de l'OTAN, alors même que l'Alliance vient de prendre une raclée historique qui va signer d'ailleurs son déclin. Du côté européen, c'est la panique. Les dirigeants de Bruxelles, Macron, Merz, Starmer, von der Leyen, Kaja Kallas et toute la troupe ont le moral dans les chaussettes, littéralement. Leurs alliés ultranationalistes en Ukraine ont été balayés sur le champ de bataille. Et Trump, leur partenaire, a retourné sa veste. Résultat, il pousse des cris indignés à l'idée de voir certains proposer ouvertement le découpage du territoire ukrainien et menace d'utiliser en prime les avoirs confisqués aux Russes. En gros, adieu les belles promesses, l'Amérique a renversé le pot de lait. La Belgique n'est pas du tout d'accord avec cette idée de voler l'argent russe. Ces derniers jours, nous vous parlons beaucoup des avoirs russes. La Commission européenne voudrait en effet les utiliser pour pouvoir octroyer un prêt à l'Ukraine. La Belgique est contre, car une partie de cet argent est immobilisée chez nous et contrôlée par Euroclear. Pour la patronne de cette banque, cette solution n'est d'ailleurs pas du tout réaliste. Explication Thomas Gadisseux et Rachel Crivelaro. Une façade anonyme en plein cœur de Bruxelles. Derrière ces fenêtres aveugles, conséquence de sanctions internationales, sont immobilisés les avoirs russes. Et pour la gardienne des lieux, prêter cet argent pour aider l'Ukraine reviendrait à s'attaquer à la Russie. C'est l'argent du peuple russe, si vous voulez. Lorsqu'une banque centrale investit à l'étranger, c'est l'argent du peuple. Je suis convaincue que cette manne de réserves internationales est un enjeu important pour la Russie et donc est un sujet de négociation dans tout ce qui est plan de paix avec la Russie. Dans les coffres-forts d'Euroclear sont logés près de 185 milliards d'actifs, propriété de la Banque centrale de Russie. Et pour la directrice, leur mobilisation, c'est faire courir le risque d'une faillite d'Euroclear le jour où la Russie réclamera ses avoirs en retour. Et vu le risque, vu le rôle systémique d'Euroclear dans les marchés financiers européens, mais aussi mondiaux, toute remise en question de la confiance dans l'infrastructure de marché que nous sommes peut absolument déstabiliser la santé financière de nos pays. Risque pour les marchés financiers, risque aussi pour la Belgique, aux premières loges. En se focalisant uniquement sur Euroclear, bien sûr que l'on se focalise aussi sur la Belgique et donc sur les risques de représailles de la Russie contre les intérêts belges. Des craintes partagées par le Premier ministre Bart De Wever qui compte bien défendre les intérêts d'Euroclear lors du prochain sommet européen. La Russie aussi déclare clairement que ce sera du vol. Pour comprendre à quel point les plans de paix, je ne sais pas, en 21 points, 19 ou 28 points sont risibles, il suffit d'écouter le colonel Baude. Il démonte ses propositions comme un professeur un peu sévère corrige un devoir raté. Tout cela révèle surtout la faillite totale de ceux qui ont lancé une guerre par procuration pour sécuriser des marchés, relancer leur industrie d'armement et financer le complexe militaro-industriel mondial. Les élites européennes et leurs alliés ukrainiens les plus extrêmes
n'ont en réalité plus beaucoup de choix. Pour continuer à exister dans le plan géopolitique, elles doivent absolument réussir un grand projet d'expansion à l'Est, c'est-à-dire pousser au démantèlement de la Russie pour récupérer son énergie, ses matières premières et surtout ses terres rares, indispensables aux technologies modernes. Le problème, c'est lequel? Même avec toutes les ressources, ils ne savent pas en tirer des profits, mais ils en ont vitalement besoin pour rester en course face à la Chine qui les surplante déjà partout. Pour ceux d'entre vous qui trouveraient ce tableau un peu trop hollywoodien, genre farfelu, tiré par les cheveux, il suffit d'allumer la télévision. Les médias occidentaux ont ressorti une vieille vidéo où Macron affirme que l'économie russe est en cassation de paiement. Sa monnaie s'effondre, son isolement augmente et blablabla et blablabla. Ce sont toujours les mêmes slogans recyclés dès que la réalité contredit le récit officiel. À cela s'ajoute une autre campagne médiatique affirmant que l'économie russe serait une maison en cartes prête à tomber au moindre vent. Même en Russie, il y a certains milieux très proches des oligarques européens pro-occidentaux qui propagent l'idée qu'en 2026, la Russie va manquer de devises, ce qui va provoquer de grandes souffrances et va pousser les populations à soutenir un changement de régime ou une révolution de couleur. Mais comme l'a rappelé Scott Ritters, la guerre est déjà gagnée pour la Russie, l'Ukraine n'a plus d'option. Un sondage évoqué d'ailleurs par la BBC, partagé par la BBC, dit que 87% des Russes soutiendraient la politique de guerre de Poutine. Preuve que certains groupes appliquent à la lettre le principe de plus le mensonge est énorme, plus ça passe. Parce que du côté russe, la population russe est parfaitement consciente des enjeux. Parfaitement. Depuis le début de l'opération militaire spéciale en février 2022, nombreux étaient ceux qui avertissaient déjà. Cette guerre ne commence pas en 2022, mais en 2008. Même pas en 2014. En 2008, quand l'administration Bush avait annoncé vouloir intégrer l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN, ce fut la première étape d'une stratégie qui visait à affaiblir la Russie, à fragmenter la Russie et à rattacher la Russie au système économique occidental dans un contexte de rivalité grandissante avec la Chine. Le coup d'État de l'Euromaïdan en 2014 a été un autre moment clé de cette procédure ou de ce processus. Derrière la mise en scène démocratique, l'objectif réel était clair: arrimer l'Ukraine à l'OTAN et en faire une plateforme avancée contre Moscou. Ensuite, malgré les accords de Minsk, le 1 et le 2, qui n'étaient que des façades, avouées d'ailleurs par Merkel et Hollande, les forces ukrainiennes ont été réarmées, entraînées et encouragées par l'Occident, tandis qu'une campagne médiatique anti-russe battait son plein. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable. Mais il nous fallait toutes ces années pour nous préparer, renforcer les effectifs de notre armée pour être prêts à la mener. Les accords de Minsk nous ont donné un peu de temps pour nous armer. Angela en a récemment parlé. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé, c'est qu'il a sous-estimé la capacité des Ukrainiens et leur résistance. Dès 2021, Kiev massait ses troupes autour du Donbass et intensifiait des bombardements contre les populations russophones qui étaient pourtant ukrainiennes, poussant donc Moscou à réagir. L'objectif non avoué était très simple: provoquer une guerre de longue durée, aussi longtemps que nécessaire et jusqu'au dernier Ukrainien. Ils ont beaucoup insisté sur ce mot. Cette guerre hybride, alliant médias, économie et armement, est la seule que l'on puisse livrer contre une puissance nucléaire. Car dans une guerre réellement existentielle, comme l'a rappelé Vladimir Poutine, si un État nucléaire est menacé dans son existence même, il utilisera l'arme ultime, tout simplement. Et il a dit sans détour: pourquoi l'humanité devrait-elle exister si la Russie n'existe plus? Donc, il ne conçoit pas que les choses se passent sans l'existence de la Russie. Cette réalité saute aux yeux. Si l'OTAN donc se lâche facilement contre l'Afghanistan, la Libye, l'Irak, l'ex-Yougoslavie, le Yémen, la Syrie ou l'Iran, c'est parce que ces pays n'ont aucun moyen de frapper Washington, de frapper Londres, anéantir Paris en retour. C'est tout, c'est parce qu'ils n'ont pas cette capacité.
Ils n'ont pas de missiles intercontinentaux, pas de sous-marins nucléaires capables d'envoyer un petit souvenir dans les capitales des pays qui décident de les bombarder. La Russie, elle peut. Voilà pourquoi, pour la première fois depuis des décennies, l'Occident mène une guerre contre un pays, mais sans pouvoir bombarder ce pays directement. Obligé de tout faire par procuration, à distance, en espérant que ça tienne. La menace nucléaire est le vrai but de cette guerre. Opposer une armée ukrainienne minuscule à une superpuissance nucléaire qui possède 4700 ogives atomiques, des milliers d'avions, des milliers de missiles, de chars, de canons, une flotte complète, une armée d'1,5 million d'hommes avec 1,5 million de réservistes, ainsi qu'une population mobilisable de près de 100 millions d'individus. Ce n'est évidemment pas censé mener à une victoire militaire ukrainienne. Seuls les naïfs pourraient le croire au miracle ukrainien. Seuls les naïfs. Le vrai plan était ailleurs, faire tomber la Russie de l'intérieur comme en 1917, avec l'effondrement du régime tsariste. Et pour cela, l'Occident était prêt à pousser l'Ukraine jusqu'au dernier soldat. Si Kiev s'écroule complètement, tant pis. L'essentiel était de créer assez de chaos pour provoquer une révolution de palais à Moscou ou l'effondrement économique du pays. Et ce que l'Occident avait prévu est arrivé, avec des petits paquets cadeaux en plus. La Russie a lancé l'opération spéciale militaire le 24 février 2022 et immédiatement, les pays de l'OTAN ont sorti leur grand plan. Mettre l'économie russe à genoux, faire souffrir le peuple russe, provoquer une révolution de couleur, puis découper la Russie en petits morceaux pour faire des protectorats. L'objectif final derrière, s'emparer des ressources naturelles russes, sauver l'industrie européenne à bout de souffle, puis se préparer au grand duel final, encercler la Chine et mettre au pas son milliard de travailleurs qui sera maintenant disponible pour eux. Pendant que les forces ukrainiennes se battaient donc sur le front, l'Occident lançait une guerre médiatique massive, une guerre diplomatique, une guerre financière et un déluge de sanctions. D'abord 19 000, puis 23 000, puis 32 000, puis plus de 32 000. Sans oublier différents attentats, comme celui contre le gazoduc Nord Stream 2, qui a beaucoup fait parler. Tout cela dans un élan parfaitement coordonné par les organisations internationales, dont l'ONU, qui joue le rôle du policier qui détourne le regard. Sauf que, face à cette coalition de bras cassés, les Russes se sont révélés être extraordinairement redoutables, stratèges, efficaces, équipés d'armes modernes, tactiques, bien pensées, parce qu'ils savaient qu'à un moment donné ou un autre, l'OTAN ferait ça. Donc ils s'y préparaient depuis. Les défaites ukrainiennes se sont enchaînées. Mariupol, Bakhmut, Avdiivka, Sloviansk, Pokrovsk récemment, Minograd récemment, Zaporizhzhia et bien d'autres villes sont tombées les unes après les autres. Contrairement aux prédictions occidentales, la Russie n'est toujours pas en ruine. Au contraire, elle a même mis maintenant dans ses universités et dans son cursus académique la possibilité pour les diplomaties des autres pays de venir se former sur comment résister aux sanctions russes. Donc non seulement ils ont rendu la Russie antifragile, mais ils ont donné la méthodologie exacte pour que d'autres pays puissent résister aux sanctions occidentales. Donc, on a donc la Russie qui prévoit une croissance de 0,6% et de 1,5% en 2025, ce qui est déjà remarquable pour un pays qui est en guerre. La Russie est devenue la 4e puissance économique mondiale et surpasse la France qui, elle, selon elle, n'a pas une économie de guerre. La Russie est bel et bien devenue la 4e puissance économique mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat, dépassant ainsi l'Allemagne et le Japon en 2025. Cette fois, ce constat ne vient pas du FMI dans son rapport de 2024-2025, mais d'un rapport officiel et non classifié, émanant de la communauté de renseignement des États-Unis incluant la CIA, le FBI, la direction des renseignements, d'autres agences, etc. Ce document intitulé « Évaluation annuelle des menaces par la communauté du renseignement des États-Unis » reflète le consensus de 18 agences de renseignement américaines réunies pour dresser un état des lieux des menaces globales. Dans ce rapport, on peut lire, et je traduis en français, la Russie a démontré sa capacité à surmonter des défis économiques majeurs liés à l'épuisement causé par la guerre, aux sanctions occidentales, ainsi qu'à l'inflation et au taux d'intérêt élevé, du moins à court terme. Elle y parvient grâce à des solutions financières et de substitution aux importations, à une faible dette et à des investissements continus dans son complexe militaro-industriel. L'économie russe reste la 4e plus grande au monde en termes de PIB selon la parité de pouvoir d'achat. Je répète, malgré 28 595 sanctions, un 17e paquet imposé, un 18e en préparation, la Russie a dépassé l'Allemagne et le Japon en termes de PIB à parité de pouvoir d'achat. J'ai publié une vidéo similaire il y a quelques jours.
J'ai vu certains commentaires insultants, méprisants. Pourtant, je ne me base pas sur des sites internet ni sur des sources biaisées de l'Union européenne pour produire mes vidéos sur l'économie. Je me base sur des rapports fiables. Vous n'allez tout de même pas me dire que la CIA, le FBI, la Maison Blanche ou encore la direction du renseignement américain mentent dans ce rapport officiel. Ou bien, tant que LCI n'en parle pas, vous ne croyez pas. La réalité est claire. La Russie vous a officiellement déclassé malgré toutes vos sanctions. C'est un fait. C'est une claque géopolitique. Je dirais même c'est une honte. Il faut l'assumer. L'inflation en Russie, qui avait d'abord explosé au début du conflit, s'est stabilisée autour de 8% après avoir atteint 9,52% en 2024 et un peu plus de 10% en février 2025. Les salaires ont bondi en 2024. Le salaire moyen était de 1 444 € en Russie en décembre 2024. Ils ont augmenté de 21,9% en période de guerre, la plus forte hausse en 16 ans. En janvier 2026, plus de 6,5% supplémentaires, donc environ plus 16,5% après inflation, alors qu'ils sont en pleine guerre. Vous voulez qu'on parle 2 minutes de l'inflation en France, de l'inflation en Allemagne, de l'inflation au Japon? Les taux d'intérêt très élevés en 2024 de 21% sont redescendus à 20% en Russie, puis devraient retomber à 16,5% en 2026. Et contrairement aux pays occidentaux, les Russes ne vivent pas à crédit. Non, leur endettement de ménage représente seulement 20,7% du PIB, ce qui est minuscule comparé à l'Occident où l'endettement dépasse régulièrement les 50%, voire même les 80% du PIB. Et le niveau de vie en Russie est beaucoup moins cher qu'en Occident. Trouver un appart, se nourrir, le carburant, se déplacer, se réchauffer, l'électricité et j'en passe. Quant à la dette publique russe, entre 16% et 19% du PIB, soit l'un des niveaux les plus bas du monde développé, alors qu'ils sont en guerre. En titre de comparaison, prenons les pays en paix, entre guillemets. Les États-Unis sont entre 121 et 125%. La France, elle est à 113%. Le Royaume-Uni à 101%. Le Japon à 237%. La Chine à 96%. L'Italie à 135%. Le Canada à 111%. Et je pourrais encore continuer comme ça longtemps, juste pour vous donner des comparaisons. En conclusion, la Russie est l'un des pays les moins endettés du monde industriel alors qu'ils sont en guerre. Donc, ce que vous devez comprendre avec cette information, c'est qu'ils sont les plus à même, capables de soutenir une guerre de très longue durée. Même ces grandes entreprises publiques sont à une dette très faible par rapport à leurs revenus. Et pour la suite, l'analyse de la situation internationale et surtout de cette guerre entre le bloc OTAN-États-Unis et la Russie, épaulée par la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, on le sait, est loin d'être bouclée. On est même peut-être encore au début, et cela malgré le prix absolument monstrueux payé par le peuple ukrainien et russe et ceux qui soutiennent l'Ukraine. Des sacrifices inhumains, brutaux, des sacrifices économiques énormes qui, pour les classes dirigeantes, ne sont que des variables d'ajustement sur l'échiquier de la géopolitique, des données, des numéros, du matricule. L'histoire du capitalisme depuis sa montée en puissance à partir du XVIIe siècle, 1649 en Angleterre, 1789 en France, 1760 aux États-Unis, 1848 en Italie, 1917 en URSS, 1949 en Chine, etc., montre toujours la même mécanique. Ce système ne survit qu'en déclenchant des guerres à répétition. Petites guerres locales, conflits régionaux et parfois gigantesques cataclysmes mondiaux, comme l'esclavage, la première et la seconde guerre tribale et j'en passe. Tant que ce mode de production basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme restera en place, les guerres ne vont pas s'arrêter parce que les guerres sont littéralement son exutoire, l'exutoire du capitalisme, sa manière tordue de gérer les crises permanentes et ses impasses. Parce que le capitalisme est un système bête qui se coince vite. Vous réalisez que dans le capitalisme, la réponse à tout c'est plus de guerre et plus de servitude. Ça ne réfléchit pas autrement que comme ça. Plus de guerre et plus de servitude. C'est donc ça qui nourrit constamment tout ce qu'on est en train de voir chaque jour. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.